Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Nous sommes le 10 août, nous sommes arrivés au 152e CITREP et nous sommes la 3e année. Hein, voilà, ça fait 3 ans que tu fais des CITREP pour nous, que tu nous donnes des informations depuis le Donbass, directement sur place. Alors désolé, j'ai pas pu acheter de part de gâteau, je suis vraiment désolée, mais je suis allée sur le front aujourd'hui avec un journaliste étranger, et donc on est revenu un peu tard, et donc les boulangeries étaient déjà fermées. Oui. Donc j'ai pas de petite part de gâteau cette année avec une petite bougie soufflée, je suis désolée. Voilà. Donc, je sais qu'il y en avait qui avaient demandé que je refasse comme l'année dernière. Mais... Bah ouais, surtout ils avaient l'air bien appétissants ce gâteau l'année dernière. Ah oui, ils sont très très bons les gâteaux ici. Donc je suis vraiment désolée, mais on est rentré, vraiment c'était déjà tout fermé, donc là c'était pas possible. Je suis vraiment désolée. Bon, donc voilà, quand on est allé un petit peu voir la situation sur le front. Ouais, qui se tend de nouveau un peu plus. Hein, on pensait à une escalade, mais finalement... Et puis des déclarations outrancières, hein, parce que là on arrive à un stade de cynisme crasse. Hein. Comme je le craignais, hein, j'avais dit de toute façon que le nouveau cessez-le-feu tiendrait pas, enfin que l'amélioration qu'on avait vue, ça allait pas tenir bien longtemps, et je me suis pas trompée, puisque du 3 au 9 août 2019, donc l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 31 reprises, donc on est remonté, hein, on est à plus que la semaine passée. Il était à 23 la semaine dernière, si je me souviens bien, durant lesquelles elle a tiré 23 obus de mortier de 82 mm, donc un petit peu plus que la semaine passée. Par contre, si on rajoute les munitions d'un calibre inférieur, donc véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, etc., lance-grenades, armes légères, mais toujours supérieures à 12,7 mm, je rappelle. C'est pas mal déjà 12,7, hein. Ouais, et c'est la mitrailleuse lourde. Ça fait un total quand même de 103 munitions. Donc là, on a quand même bien plus que la semaine passée, parce que on a genre 50% de plus, quoi, parce qu'on est à une soixantaine, si je me souviens bien. Par contre, on a explosé tous les scores durant les dernières 24 heures. Parce que là, en 7 violations, ils nous ont tiré 144 munitions. C'est-à-dire en 24 heures, ils ont tiré plus que durant le reste de la semaine. D'accord. Vous commencez à voir que ça commence déjà bien à partir en couille. Hein, ça confirme la tendance de fin de semaine. Hein. Ouais. Donc 4 obus de mortier de 120 mm qui ont été tirés sur Comines Ternovo et qui ont détruit 3 maisons. Eh bien. 3 maisons, hein, c'est pas 3 bunkers ou c'est pas 3 blocs-postes. Voilà. 3 maisons civiles. Voilà, 3 maisons civiles. Les tirs de cette semaine ont tué 2 soldats de l'RPD, je vais revenir dessus, en ont blessé un autre. Donc voilà, hein, c'est pas terrible, ça fait déjà 5 morts parmi les soldats de l'RPD depuis le début de ce nouveau cessez-le-feu. Oui, vachement cessez-le-feu. Ouais. On a eu 3 maisons endommagées cette semaine, plus donc 3 autres durant les dernières 24 heures, hein, les 3 de Comines Ternovo. L'armée ukrainienne a aussi pris pour cible les équipes de réparation des lignes électriques, entre autres à Krutaya et Balka, où on était aujourd'hui. Comme d'habitude, hein, je veux dire, quand ils prennent pas pour cible les stations de pompage ou les stations d'épuration, c'est les pompiers, les équipes de réparation, les journalistes. Les symptômes de la lâcheté extrême. Ouais. La milice populaire de la RPD, en tout cas, a battu depuis le début de la nouvelle trêve 6 drones ukrainiens, donc des drones largueurs de saloperie, comme on en avait parlé la semaine dernière. Donc 6 drones depuis le début de la trêve, c'est bien. C'est un bon score. Hein. Voilà. C'est ce qui s'appelle respecter les accords de Minsk. Voilà. Concernant l'OSCE, de nouveau, hein, cette semaine, les observateurs n'ont pas pu faire leur travail d'inspection de la zone près de la ligne de contact. De nouveau, l'armée ukrainienne a brouillé les signaux des drones à 3 reprises. Et dans un des cas, en plus de brouiller le signal, ils ont tiré vers le drone. Une rafale de 75 quand même, hein, ils ont pris 75 balles à côté du drone. Bon... Donc les observateurs ont posé le drone pour le sauver. Hein. Ils pensent à nos sous de contribuables européens. Oui, contrairement à l'armée ukrainienne, hein,
évidemment. Ouais, c'est ça. On montrera une petite carte. Les attaques contre ces drones de l'OSCE ont eu lieu principalement face à Donetsk et Telmanovo, donc un petit peu au sud de la capitale. Mais donc, on n'a toujours pas de chiffres parce que forcément, là ils sont un peu empêchés. C'est pas très bon signe. Il y a aussi des signes d'activation maximum des unités, l'armée ukrainienne et d'Azov dans la zone de Mariupol. Donc c'est pas très bon quand même entre ça, les drones. Ça commence à faire un peu beaucoup quand même. Voilà. Et puis, je parlais donc des maisons qui ont été endommagées, mais il n'y a pas que des maisons, parce qu'on continue dans le délire, on tire sur les infrastructures civiles, puisque le 5 août 2019 au soir, l'armée ukrainienne a ouvert le feu sur Gorlovka, et donc en plus des 3 habitations civiles dont j'avais parlé tout à l'heure, ils ont aussi flingué un garage et puis une école. Ah oui, une école, c'est connu pour être un lieu où il y a beaucoup de militaires, beaucoup d'armements, c'est ça, une école. Enfin, il n'y a que les terroristes qui s'en servent comme QG en Syrie, mais en Donbass, je suis désolé, mais il y a quand même des gens civilisés dans le Donbass. Oui. Et puis, je rappelle que les gens qui combattent dans la milice populaire, dans leur très grande majorité, sont originaires du Donbass. Donc, les écoles en question, c'est potentiellement celles où vont leurs mômes. Je dis ça comme ça, tiens. C'est le petit détail, ouais. Bon, heureusement, ça n'a pas fait de victimes parmi les civils. Comme je le disais, un nouveau cessez-le-feu instauré le 21 juillet n'aura pas permis de souffler bien longtemps. Et oui. Parce que ces destructions à Gorlovka, c'est en une violation. À coup de mitrailleuse de gros calibre. Une violation à la mitrailleuse de gros calibre. 3 habitations, une école et un garage endommagé. C'est pas mal quand même, C'est un beau strike, quoi. Voilà. C'est pas une erreur de tir. Non, on montrera quelques-unes des photos prises par les représentants de la RPD au sein du CCCC, donc je rappelle Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu. Donc on montrera entre autres les photos de l'école. On voit qu'il y a entre autres une salle de sport, une salle de classe dont les vitres ont été flinguées. Les munitions ont atterri dans les murs d'en face. Il y en a une qui a moitié foutu le feu. Donc à mon avis c'était des munitions traçantes ou incendiaires. On montrera tout ça, les gens pourront voir les petites photos, je pense assez parlant. Ce qui est délirant, c'est que ces nouveaux crimes de guerre de l'armée ukrainienne qui ont été menés d'ailleurs depuis le point de passage de Mayorsk, les positions qui sont à côté, on montrera une petite carte. Et ces nouveaux crimes de guerre ont eu lieu quand même sur fond de déclaration de la part de Kiev sur la volonté de l'Ukraine de mettre fin à la guerre dans le Donbass. Là, rayon mensonge cynique et éhonté, je pense qu'ils peuvent encore faire pire, mais on est déjà à un bon niveau là quand même. Là, rayon fils de puterie, là, là, vous êtes déjà pas mal quand même. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré le chef de la RPD, Denis Pouchiline, qui a dit le lundi 5 août, les forces armées ukrainiennes ont de nouveau violé le cessez-le-feu, ont tiré avec des mitrailleuses de gros calibre sur une école située à Gorlovka. Tout cela se produit sur fond de nombreuses déclarations de politiciens et de responsables ukrainiens sur les initiatives de paix de Kiev et leur désir de mettre fin à la guerre dans le Donbass. Toutes ces affirmations sont clairement des mensonges, cyniques et éhontés. Le gouvernement ukrainien démontre une fois de plus son attachement au principe du 2 poids 2 mesures tout en parlant d'initiatives de paix. Les autorités ukrainiennes demandent à leurs partenaires américains d'augmenter l'approvisionnement en armes lourdes. Lorsqu'elles discutent de la nécessité d'un cessez-le-feu, l'Ukraine continue de bombarder les écoles et les maisons. Il ne fait aucun doute que les dirigeants ukrainiens ne cherchent pas vraiment la paix. Voilà. Donc, il a fait un petit appel à la communauté internationale à faire pression sur Kiev pour appliquer les accords de Minsk. Voilà. Et puis de traduire en justice les criminels de guerre ukrainiens qui causent la mort, entre autres, de civils, de la RPD. Bon, moi, je suis assez réaliste. J'ai assez peu d'espoir que la communauté internationale fasse quoi que ce soit. Ça fait 5 ans que l'Occident ferme les yeux. File du pognon, des armes à l'Ukraine. Je vois assez peu de chances pour que ça change aujourd'hui. Ouais, c'est clair. On se rappelle des propos de Poutine qui disait que on arrivera finalement à leur donner des bébés au petit déjeuner, que tout le monde trouverait ça normal parce qu'ils ont faim, quoi.
Ouais, c'est ça. Et qu'on leur trouverait des excuses, et puis que tout le monde trouverait ça normal. C'est exactement ça. Là, j'aimerais bien voir d'ailleurs les excuses. Ça va être assez sympa pour le fait que l'armée ukrainienne vend le matériel haut de gamme qui lui est fourgué par les États-Unis. Et ils revendent ça en plus, mais des cacahuètes. C'est aussi dommageable que si c'était l'ennemi qui le faisait, finalement. L'ennemi de l'armée ukrainienne, hein, bien entendu. Là, bah, en plus, oui, de toute façon, c'est à nous qu'ils les ont vendus, en plus. Ouais. C'est Danil Bessonov, hein, le chef du service de presse de la milice populaire de la RPD, qui a fourni l'information. Hein. Donc, c'est 3 unités du 137e bataillon des forces armées ukrainiennes. Bon, on n'a pas dévoilé l'identité, histoire de pas les cramer auprès de leur commandant, mais ouais. Nous, on sait qui a revendu 2 monoculaires à NPVS 14 qui avaient été livrés à cette brigade en mars comme aide des États-Unis. Je rappelle que normalement, pour ce genre de matériel, pour être expédié en dehors des États-Unis ou vendu, il faut une autorisation de Washington. Donc ça montre bien que, contrairement aux belles déclarations, ça fait un bon moment que les États-Unis fouguent du matériel létal à Kiev. Ouais. Et donc les monoculaires qui valent quand même $8 000 pièce. Devine combien ils nous les ont vendus? Je sais pas. 40 balles. Ah oui. $40. Voilà. Ça fait un peu bobo là pour. Ah oui. Ouais, 8 000 $ vendus 40. Putain, c'est bradé, hein, ce tarif-là. C'est donné même. Je veux bien leur en acheter une caisse, il n'y a pas de problème. Oui. Après, je me vends ça avec bénéfice. Non, sérieusement, enfin, je veux dire, là, t'hallucines, quoi. Enfin, je veux dire, 8 000 $, ils ont vendu ça 40 balles, quoi. Parce que on touche le fond, quoi. Ouais. Alors, bien sûr, pour masquer cette petite vente illégale, l'unité en question a informé son commandement que ces pièces d'équipement auraient été détruites ou perdues lors d'une attaque de la RPD qui n'existe que dans les fantasmes de ces soldats ukrainiens. Bon, résultat, suite à tout ça, ils ont envoyé une petite commission d'enquête dans différentes brigades, entre autres la 57e, la 17e, la 25e, le 107e régiment d'artillerie et le 222e base d'artillerie, pour vérifier si des monoculaires d'un modèle encore plus cher auraient pas subi le même sort. Et il semble que dans certaines de ces brigades, effectivement, certains monoculaires GPNV G18 livrés l'année dernière sont manquants. Oh. Et eux, ils valent 40 000 $ pièce. Oui, ça fait mal, ça. Alors, s'ils les ont vendus à peu près au même ratio que les autres. Oui, non, là, on comprend que le déficit public américain soit assez élevé après ça. Ouais, forcément. Hein. Il leur faut que des machins et puis ils revendent ça vraiment. Enfin, je dirais, ils revendraient ça encore à la moitié ou encore un quart du prix. Tu vois. Oui. Mais là, c'est même pas ça. C'est une misère. C'est même pas un... Enfin, c'est une misère. Quoi. Enfin, là, vraiment, c'est n'importe quoi. Et puis, en plus de jeter donc le pognon américain par les fenêtres, ils jettent aussi le pognon ukrainien par les fenêtres, puisqu'il semble qu'une série d'explosions se sont produites dans le village de Novomikhailovka, qui est sous contrôle ukrainien au sud-ouest de Donetsk. Ça a été rapporté jeudi par la milice populaire de la RPD. Ce sont les observateurs de la milice populaire sur la ligne de contact près de Donetsk qui ont enregistré des explosions. À peu près une quinzaine en moins d'une heure au moment du déjeuner. Il semble que ça vient d'un dépôt de campagne de la 24e brigade des forces armées ukrainiennes qui se trouverait dans la zone d'où les explosions ont été entendues. Les habitants de la région ont dit que 2 ambulances s'étaient rendues sur les lieux. Peu de temps après, l'une d'entre elles est repartie vers Kurakovo, le gyrophare allumé. Donc, je pense qu'ils ont encore, bien géré les munitions. Ouais. Je pense un truc du genre.
Et au milieu de tout ça, la France vient encore de s'illustrer. Alors, je précise, c'est ironique. Oui. Au rayon du 2 poids 2 mesures concernant le Donbass, là, je pense qu'on en a un bon exemple, puisque donc mardi de cette semaine, le 6 août, Kiev a déclaré que 4 soldats ukrainiens étaient morts à Pavlopol, donc près de Mariupol, suite à des tirs de la RPD sur les soldats qui étaient en train de faire soi-disant des travaux de génie militaire. Sauf que comme d'habitude, quand l'Ukraine nous sort de la propagande vite fait, mal fait, ils se sont un peu emmêlés les pieds dans le tapis parce qu'ils n'ont pas été foutus de se coordonner. Ouais. Entre le ministère ukrainien de la Défense et les représentants ukrainiens au sein du CCCC. Ils n'ont pas été foutus de se mettre d'accord sur le type d'armes utilisées. Voilà. Le ministère de la Défense a parlé d'un lance-roquette, donc RPG-7, alors que les représentants ukrainiens au sein du CCCC ont parlé d'un SPG-9. Voilà, déjà là, ils sont pas raccords. Donc déjà, tu sens que ça pue la grosse propagande. Déjà, quand ils sont pas foutus de se mettre d'accord sur les armes, déjà, tu peux te dire qu'il y a un problème. Mais alors là où ils le sont encore moins, c'est que donc ils te disent que les mecs ont été tués sur des positions situées près du village de Pavlopol. On montrera une petite carte avec la distance entre le village et nos positions les plus proches. Et puis maintenant, je vais vous expliquer. La portée de tir du RPG-7, c'est entre 200 et 700 mètres selon le type de munition, et environ 1300 mètres pour le SPG-9. Ah oui, donc... Alors déjà, la distance jusqu'au village, bon, t'as déjà pour 4 bons kilomètres. Alors même si on réduit en prenant les positions qui sont devant Pavlopol, on a quand même plus de 3 km. Ouais, donc c'est cuit, c'est pas ça. Voilà. Expliquez-moi comment des munitions qui ne peuvent pas déplacer 1 km 3 peuvent atteindre un lieu qui est à 3 km. Bravo, epic fail de la propagande ukrainienne. C'était bien essayé, mais... non. Mais tant mieux, hein, je veux dire, ils montrent à quel point ils sont mauvais à tous les niveaux, quoi. Oui. Et puis bon, forcément, les services de renseignement de l'RPD ont enquêté là-dessus pour savoir ce qui s'était réellement passé. Et là aussi, il semble que c'est une bonne histoire de déchargement. Alors là, cette fois, c'est des mines antipersonnelles. Qu'ils auraient déchargé comme des bourrins, alors près d'Orlovskoye en plus, c'est-à-dire pas du tout près de Pavlopol, hein, donc c'est encore un peu plus en retrait, tu vois, on remontrera la carte. Orlovskoye est un peu au sud-ouest de Pavlopol, et bon, il semble qu'ils ont déchargé les mines antipersonnelles comme des bourrins, et elles leur ont pété à la gueule. Bravo. Darwin Award. Et alors, c'est là que Micron Premier et Ouest France ont tenu à démontrer que leur réputation respective de susboule en chef n'est pas usurpée. Oui. Ah, parce que l'un comme l'autre, ça a été grandiose. Alors déjà, Emmanuel Macron, qui a présenté ses condoléances et exprimé sa solidarité avec le peuple ukrainien et les familles des 4 soldats morts sur la ligne de contact. Bon, il a peut-être sciemment oublié, entre guillemets, donc, de parler de la population du Donbass soumise au bombardement ukrainien, j'imagine. Oui, parce que j'ai pas souvenir qu'il exprimait ses condoléances pour les plus de 13 000 morts qu'on a de notre côté. Déjà, bon, nos comments. Ouais. Et puis alors, bon, bien sûr, dans l'article de Ouest France, hein, la mort de ces soldats est due aux méchants séparatistes pro-russes. Les mecs, ça s'appelle une fake news. Allô, ils sont où les décodeurs du Déconnex et tout, hein? Vérifier les informations, c'est quand même la base du métier de journaliste, quand même. Je vous le rappelle. Bon, alors, je sais bien que Ouest France n'est que l'annexe française du propaganda blaïtoun ukrainien, mais enfin là, ça se voit un peu trop. Et puis, je pense qu'ils ont dû aller prendre des cours en Corée du Nord aussi. Parce qu'ils n'ont pas pu s'empêcher d'en rajouter une petite couche au rayon glorification de notre leader suprême français. On montrera le screenshot.
Oui, ils ont osé un sous-titre qui aurait quand même de quoi faire rougir Kim Jong-un. Emmanuel Macron monte au front. Oh. Tu lis ça, tu te dis, ok. Oh, il a une armure, un bouclier, il a une épée, quelque chose. Tu Hein. vois, il est en uniforme et avec le FAMAS au point, et puis non. Vous pouvez arrêter vos fantasmes. Emmanuel Macron monte au front parce qu'en fait, il a promis de parler de tout ça avec Poutine le 19 août quand il le recevra à Brégançon. D'accord. Bon, je sais bien qu'en Macronistan, ils font n'importe quoi avec les mots et se lancent tout de suite dans les envolées lyriques. Hein, il s'agit de notre grand leader suprême. Pour le glorifier, le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Mais si vous pouviez arrêter le tir 5 minutes quand même. La Corée du Nord va finir par être jalouse. Oui. Là, Kim Jong-un va finir par dire que là, ça va pas, et il va devoir envoyer ses propagandistes prendre des cours. Oui, en France. En France. Et du côté de, tu sais, le journaliste Barbier là. Non, parce que là, non, faut arrêter là, non. S'il vous plaît. Ceux qui montent au front, ce sont les soldats qui risquent leur vie chaque jour sur un front autrement plus réel que celui des fantasmes de Micron Ier et de Ouest France. Hein. Discuter Vladimir Poutine, c'est pas dangereux. Hein. C'est pas comparable au fait de réellement faire la guerre. Hein. Faut redescendre sur Terre 5 minutes, fin de la parenthèse. Hein. Donc là, Micron est allé jouer la solidarité avec Kiev pour 4 morts qui sont en réalité dues à l'incompétence des morts en question. Hein, parce qu'ils ont pas été foutus de charger les mines comme il faut. Par contre, quand 2 de nos soldats sont morts en 24 heures, dans la nuit d'avant-hier à hier, dans le sud, un tué par un tir de sniper ukrainien et l'autre par un tir de mitrailleuse lourde, là c'est marrant, j'ai pas entendu Macron exprimer sa solidarité avec nous. Ah oui. Hein, par contre, ces 2 morts-là, ils sont bien dus à des violations du cessez-le-feu par l'Ukraine, puisque j'étais à Koulikovo, donc à côté d'Octobre, hier pour une mission humanitaire. Et donc j'ai pu discuter avec les civils sur place qui m'ont confirmé qu'effectivement oui, qu'il y a eu des violations du cessez-le-feu de la part de l'armée ukrainienne. Donc là c'est bien réel par contre. Mais là par contre non, on n'a pas de solidarité de la part de Macron. 2 poids 2 mesures. Je rappelle quand même que la France est garante des accords de Minsk. Eh bien, ça va faire une complicité de crimes de guerre supplémentaire, hein, parce que là, l'hypocrisie a des limites quand même. Hein. Oui, la patience de la RPD aussi. Parce que là, face à cette escalade, Pouchine a dit que, bon, pour l'instant, on répond pas. Mais si ça continue et que, en gros, les garants des accords de Minsk se sortent pas un petit peu les doigts du popotin avant que ça cicatrise, la RPD finira par répondre de manière symétrique. Voilà. Je pense que c'est assez clair. Il y avait eu une question sous le précédent CITREP, puisqu'on est toujours dans la partie militaire. Il y a quelqu'un qui avait posé la question de savoir s'il y avait encore beaucoup de combattants étrangers ici et qui se proposaient de venir. Alors je recommande pas déjà de une, parce qu'il y a plus de besoin pour des combattants étrangers. Je veux dire, maintenant la milice populaire est parfaitement formée, entraînée, on n'est plus en 2014, et puis surtout il y a de moins en moins de combattants étrangers, la plupart sont rentrés chez eux, ne sont restés que ceux qui sont, je veux dire, en capacité de s'intégrer, entre autres au niveau de la langue. Ça c'est une des grosses barrières. J'ai beaucoup de gens qui me contactent pour être volontaires, je leur dis vous parlez couramment russe? Non. Bon vous pouvez oublier. Voilà. Les ordres sont donnés en russe, très peu de gens parlent ici, ne serait-ce que l'anglais. Je veux dire, si vous maîtrisez pas parfaitement le russe, vous pouvez oublier. Voilà, donc il y a de moins en moins de volontaires étrangers, la plupart sont rentrés chez eux, accord de Minsk oblige, parce qu'il y a moins besoin. Je veux dire. Et puis maintenant, comme je dis, la milice populaire, les 2 milices populaires sont parfaitement entraînées. Elles n'ont plus besoin, comme au tout début, de gens qui ont une certaine expérience du combat pour former les soldats. On n'en est plus là. Donc non, il n'y a plus réellement de besoin de ce côté-là. Alors si on regarde la situation au niveau des accords de Minsk, justement, il y a eu de nouveau une réunion des groupes de contact à Minsk et ça a été l'occasion après de déclarations, comment dire, stupéfiantes. Je crois que c'est même au-delà. Déclaration d'un représentant de Kiev au sein du groupe politique
groupe de discussion à Minsk. Hein. Mhm. Et quand je vous disais que Zelensky ou Poroshenko, c'est kiff kiff bourrico ou bourrico kiff kiff, j'avais encore raison. Je vous l'avais dit. Ouais. Je vous l'avais dit que ça changerait rien. Bon, ça n'a pas loupé. Parce que la déclaration de ce monsieur a quand même été très éclairante sur les intentions de l'Ukraine. Puisque dans une interview accordée au journal Commerçante, Roman Biesmierny a ainsi déclaré que l'Ukraine n'accorderait pas de statut spécial au Donbass, mais qu'en plus elle devrait couper l'eau et l'électricité aux deux républiques et puis ne pas réparer le pont de Stanisław Luganskaya. Je rappelle, ce mec est quand même représentant de l'Ukraine à Minsk pour les négociations. Pour appliquer les accords de Minsk, que là il appelle donc à violer ouvertement. Voilà. Il a sorti, je cite, « Personne du côté ukrainien ne changera la constitution ». Merde loupé, parce que c'est prévu dans les accords de Minsk. La partie ukrainienne ne reviendra pas là-dessus. Il n'est fait mention d'aucun statut particulier nulle part. Nous parlons d'une procédure spéciale pour l'autonomie locale. C'est ce qu'il a déclaré. Sauf que ce qu'il dit, c'est totalement faux. Le statut spécial pour le Donbass et la modification de la constitution ukrainienne sont prévus dans les accords de Minsk qui ont été quand même, je rappelle, signés par Kiev. Bah oui. Mais il s'est pas arrêté là dans le délire. Il a dit aussi « Je suis d'accord avec ceux qui disent qu'à partir de ce jour, nous devons cesser d'approvisionner en eau, en électricité et en biens les territoires occupés, et aussi de suspendre tous les travaux près de Stanisław Luganskaya. » Bon, sauf que comme l'a souligné les RPL, c'est déjà presque le cas, puisque je rappelle qu'on a un blocus économique total, que la RPL vit déjà sans électricité ukrainienne, la RPD aussi, et que pour l'eau... l'approvisionnement est déjà plus qu'erratique. Et qu'en plus, je rappellerai à ce monsieur qui m'a l'air de pas avoir les neurones très bien connectés, que vu comment les tuyaux d'eau passent à travers la ligne de front, pour priver la RPD de flotte, ce monsieur va devoir priver d'eau une bonne partie des habitants de l'oblast de Donetsk, qui est toujours sous contrôle de l'armée ukrainienne. C'est une façon fascinante déjà de libérer les gens en leur coupant la flotte et l'électricité. Ah bah oui. Et c'est une façon encore plus spéciale de prendre soin de tes citoyens qui sont qui habitent un territoire qui est sous ton contrôle. Oui, c'est clair. Si vous aviez besoin de la preuve que ces gens-là se comportent comme des occupants dans la partie du Donbass qui est sous leur contrôle, là, vous l'avez. Je veux dire, vous, citoyens, vous les privez pas de flotte. Je veux dire, ou alors vous êtes un malade mental, vous êtes un psychopathe. C'est clair. Je veux dire, voilà. Bon, bien entendu, ça a entraîné une réponse de la ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova. Et puis, bon, je pense qu'elle a fait le même bilan que moi j'avais déjà fait avant, hein, savoir que Kiev n'a pas l'intention, pas plus aujourd'hui qu'hier, d'appliquer les accords de Minsk. Hein. Elle a dit, je cite, « La déclaration faite aujourd'hui par le représentant de l'Ukraine au sein du groupe politique ne peut être interprétée que comme un refus clair de l'Ukraine de remplir ses obligations au titre des accords de Minsk. Kiev ne cache plus ses véritables intentions et déclare sans équivoque qu'elle ne va pas mettre en œuvre le paquet de mesures approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'elle a quand même tenu à le rappeler, à savoir les paragraphes 4 et 11 qui prescrivent clairement l'octroi d'un statut spécial au Donbass et la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle en Ukraine. Le sentiment persiste que l'Ukraine, au sein du groupe politique, est représentée par des personnes qui n'ont pas pris la peine de lire le texte du document principal du paquet de Minsk ou qui n'ont pas compris l'essentiel de ce qui a été écrit. Bon, je pense que c'est une façon très diplomatique de... Non, en fait, ils s'en foutent. Hein, c'est bien d'essayer d'être diplomate, hein, Natalia, mais non. Ça ne sert à rien. Ils n'en ont rien à branler. Ils l'ont lu, ils l'ont parfaitement lu, ils savent très bien ce qu'il y a dedans, mais ils se torchent avec, quoi. C'est à peu près ça. Elle dit, en outre, M. Biesmierny appelle la partie ukrainienne à renforcer le blocus des républiques. Cette rhétorique va non seulement à l'encontre des paragraphes 7 et 8 du paquet de mesures, mais donne également toutes les raisons de parler d'attitudes totalement inhumaines et ouvertement hostiles de la part des autorités ukrainiennes à l'égard des civils, puisqu'elle vient quand même d'un représentant officiellement désigné par l'Ukraine. Kiev va trop loin dans son mépris flagrant, non seulement pour le peuple du Donbass, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale représentée par les Nations Unies, qui, par leur résolution du 17 février 2015, la résolution numéro 2202, a confirmé le statut du paquet de mesures comme un acte normatif international. Nous recommandons vivement aux autorités ukrainiennes de cesser systématiquement
comme depuis 5 ans, de remplir l'espace médiatique de déclarations non fondées et de croire que cela les aidera à éviter la mise en œuvre du paquet de mesures. L'Ukraine devrait enfin comprendre le simple fait que les accords de Minsk doivent être mis en œuvre, qu'elle le veuille ou non. Vous avez signé, maintenant il faut appliquer. Voilà. Sinon, il faut arrêter de chialer sur le fait que le Donbass n'est pas sous votre contrôle et arrêter de hurler à l'occupation russe qui n'existe que dans votre cerveau de malade. Voilà. Ça regarde la situation en Ukraine. Alors, c'est un article qui a fait longuement polémiquer dans les commentaires, tant sur les réseaux sociaux que sur certaines plateformes où je publie. Donc, je vais refaire un petit point avant de commencer un petit peu sur ce sujet-là, sur ce que je pense de la vaccination. Bon. Alors, c'est parti dans des délires anti-vaccination dans les commentaires. C'est allé jusqu'au ridicule dans les déclarations. Alors, je vais vous expliquer quelle est ma position. Personnellement, je suis ni dans un extrême ni dans l'autre. D'accord ? Je suis pas pro-vaccination à tout prix et je suis pas une anti-vaccination. Je suis pour l'utilisation déjà de vaccins qui soient safe, c'est-à-dire des vaccins qui contiennent pas d'adjuvants, type aluminium, les dérivés de mercure, comme on a eu dans le vaccin contre la grippe H1N1 et ce genre de saloperie. Ça, c'est déjà le premier truc. La deuxième, c'est que je suis contre le fait d'injecter à des bébés des shots genre de 7, de 8 souches ou plus en une fois. Ça, c'est du grand délire. Ça, c'est clair, c'est net, je vous le dis. Voilà. Ça devrait être, dans l'idéal, ça devrait être une souche par une souche et laisser le temps à l'organisme de digérer la vaccination numéro 1 avant de passer à la numéro 2. Tu vois, je veux dire, déjà, ça devrait être ça, dans l'idéal. À la limite, des vaccins comme le ROR, mais en version effectivement sans aluminium, comme le font les Russes. Hein. Les Russes ont un vaccin, le Priorix, celui qui est refusé maintenant par l'Ukraine, qui est un vaccin rougeole oreillon rubéole, qui est sans aluminium, sans dérivés de mercure, sans saloperie de ce genre-là. Voilà, ça à la limite, mais grand maximum. Au-delà, c'est de la folie. Tu surstimules le système immunitaire et tu effectivement peux provoquer des réactions auto-immunes ou des réactions où le système immunitaire va complètement s'emballer et ça peut entraîner la mort du nourrisson. Ça c'est de la folie, c'est clair. Bon. Je suis aussi d'ailleurs pour qu'on fasse des tests sur les bébés avant de les vacciner pour voir s'ils n'ont pas certaines prédispositions à avoir justement des réactions auto-immunes ou des problèmes de ce genre, ou des sensibilités particulières. Ça devrait être la base. Je veux dire, voilà. C'est comme tous les médicaments, c'est pas un truc anodin. Il y a toujours un risque de réaction, d'effets secondaires, etc. C'est le cas pour tous les médicaments. Hein. Au monde, les vaccins n'échappent pas à cette règle. Bon, par contre, je suis pas une anti-vaccin. Moi, les délires que j'ai lus dans certains commentaires de gens qui me disent, alors le dernier en date, ça a été les maladies ne tuent pas. Non, là, faut arrêter. Les maladies tuent, les bactéries, les virus tuent. C'est pas juste ce qui a permis à la bactérie ou au virus de pouvoir se développer. Vous pouvez choper des bactéries ou des virus même en mangeant bien, même en dormant suffisamment, etc. Il suffit d'un stress, de quelque chose, votre système immunitaire peut à un moment peut être juste un peu diminué et ou alors si la bactérie ou le virus est extrêmement costaud, hein, c'est le cas de la grippe par exemple ou d'un virus comme celui du VIH. Hein, je veux dire, vous n'avez pas besoin d'être malnutri pour choper le sida. Hein, faut quand même arrêter les conneries. Donc là, faut arrêter les bêtises. Non, c'est pas juste la malnutrition et le manque d'hygiène qui tuait. Je rappelle qu'au début du XXe siècle, la rougeole était la maladie infantile qui tuait le plus d'enfants, plus que plusieurs autres maladies infantiles réunies. D'accord ? Et c'était pas qu'une histoire de malnutrition et bon, c'était un tout.
D'accord, il y avait des problèmes potentiellement de malnutrition, potentiellement des problèmes d'hygiène qui aggravaient la situation. Mais même une fois qu'on a eu développé une meilleure hygiène, les antibiotiques, une meilleure nutrition de la population, entre autres après la Seconde Guerre mondiale, oui, tu as eu une chute drastique de la mortalité, mais il y avait quand même toujours des morts. Moi, le délire de me dire, des gens qui me disent oui, mais c'est juste des gens qui sont immunodéprimés ou qui ont d'autres maladies. Ben non, désolé, j'ai un oncle qui est mort de la coqueluche à l'âge de 5 ans. Il avait aucune maladie. Il n'était pas immunodéprimé. C'était un gamin plein de vie, qui allait bien et qui vivait dans une famille qui était hygiénique. Je veux dire, qui vivait en ville et qui était hygiénique. Je veux dire, non, il est mort de la coqueluche. D'accord ? Donc, faut arrêter les bêtises. Moi, les gens qui me disent « Ah oui, mais moi, j'ai eu la rougeole et j'ai rien eu. » Ouais, moi, j'ai eu le vaccin contre l'hépatite B et j'ai pas eu d'effet secondaire délétère. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui n'en ont pas eu? Est-ce que ça veut dire que les vaccins sont totalement safe et qu'il n'y a aucun effet secondaire? Ben non. Parce que mon cas particulier, c'est mon cas particulier. Je suis pas le reste de l'humanité. Est-ce que, à un moment, j'aimerais bien que certaines personnes le comprennent. Voilà, c'est pas parce que vous avez eu la rougeole et que ça s'est très bien passé que c'est le cas pour tout le monde. Moi, je connais quelqu'un, les oreillons, ça a failli mal se finir. Voilà, c'est terminé à l'hosto avec une fièvre à un seuil presque létal et nécessité d'injecter un antipyrétique tellement violent, hein, c'est un bébé, hein, que le bébé en question est passé en hypothermie. D'accord, enfin, je veux dire, à un moment, faudrait un petit peu redescendre sur terre. Faut arrêter les bêtises. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, je suis pas pour les 11 vaccins sur un bébé, et surtout remplis d'aluminium et de saloperies, mais je suis pas pour le no vaccination. D'accord, c'est le Novax, non. Les vaccins sauvent des vies, et en ont sauvé depuis que ça a été inventé. Il faut arrêter les bêtises. Maintenant, c'est pas la seule cause. C'est ça que j'aimerais bien que les gens quand même comprennent un petit peu. C'est un tout. Au cours du XXe siècle, on a inventé un certain nombre de vaccins, on a trouvé un certain nombre de vaccins pour un certain nombre de maladies, on a amélioré l'hygiène, on a amélioré la nutrition, on a découvert les antibiotiques, ce qui était quand même une découverte majeure pour faire baisser la mortalité, puisque beaucoup de ces maladies comme la rougeole, ce qui tue, c'est en fait les complications. Quand tu as des surinfections du genre pneumonie qui se développent, voilà, typiquement les antibiotiques, l'invention des antibiotiques, ça a aidé grandement à sauver des vies. D'accord ? Donc c'est un tout. Mais si vous retirez la vaccination, je vous promets, vous allez revoir la mortalité repartir à la hausse. Et c'est ce qu'on voit en Ukraine. C'est ce qu'on voit en Ukraine maintenant. Donc ceux de nos auditeurs qui se souviennent de mon CITREP du mois de mars de cette année, à ce sujet-là, la situation s'est pas améliorée. La situation s'est pas améliorée puisque là, depuis le début de l'année 2019, on en est à près de 57 000 personnes diagnostiquées avec la rougeole. Avec un score pareil, l'Ukraine est à la 2e place mondiale des pays les plus touchés par l'épidémie, juste derrière le Madagascar. Madagascar. D'accord ? J'aimerais quand même que nos auditeurs se rendent bien compte du niveau de somalisation de l'Ukraine pour en arriver là. Même en Somalie, même, je sais pas, Pakistan, en Inde, etc. Mais même eux, ils ont moins de cas que ça. Quoi. D'accord ? Je veux dire, 2e place mondiale. Les pays les plus contaminés. D'accord ? Les chiffres ont d'ailleurs été communiqués par le service de presse du ministère ukrainien de la Santé. Ils ont dit qu'au total, 56 861 personnes, dont 26 748 adultes et 30 113 enfants, ont été diagnostiqués avec la rougeole en 2019 en Ukraine. 18 décès ont été enregistrés. 18 morts. C'est pas mal quand même, pour une maladie bénigne, soi-disant. Voilà. Et au total, depuis l'éclatement de cette épidémie de rougeole, qui est donc, je le rappelle, démarrée à l'été 2017, on en est à 117 000 personnes tombées malades. Ça commence à faire pas mal quand même. Ouais. Et rien qu'au cours de la première semaine d'août, 287 personnes, dont 127 enfants, ont reçu un diagnostic de rougeole. La plupart des cas ont été signalés à Kiev et dans les régions de Vinitsa, Tchernovitsky, Kiev et Khmelnytsky.
bon, comme je disais, là, ils sont avec des chiffres pareils, ils sont à la 2e place mondiale juste derrière Madagascar. C'est quand même épique. Et au mois de mars, quand j'en avais parlé, ils étaient même en tête de la liste des pays les plus touchés. Ils étaient number one. Hein, ils sont rétrocédés à la 2e place, mais enfin, en mars, ils étaient numéro 1 mondiaux. Voilà. C'est d'ailleurs à cause d'eux qu'en Europe, la rougeole est en train de grimper et en Russie aussi. Parce que forcément, je veux dire, quand tu as une épidémie de rougeole dans un pays, ça, à l'époque de la mondialisation, ça circule vite. Les frontières ne sont pas totalement hermétiques, ça fait aucun doute. Oui. Non. Et alors, si on regarde l'évolution des chiffres, on montrera un petit graphique, on se rend compte que l'Ukraine n'a jamais connu une telle épidémie de toute son histoire depuis l'indépendance. Et ça ne fait qu'empirer depuis 2017, et c'est pas parti pour s'améliorer, parce que là, rien que durant les 7 premiers mois de 2019, l'Ukraine a recensé plus de cas de rougeole sur son territoire que durant toute l'année 2018, qui elle-même était pire que 2017. Voilà. Donc là, ce pays à lui tout seul compte plus de la moitié du nombre de cas pour l'ensemble de l'Europe. Ça vous donne un petit peu une étendue de l'infection, quand même. Face à ça, le ministère ukrainien de la Santé a appelé à la vaccination obligatoire des enfants et des adultes et rappelé que les enfants non vaccinés ne pouvaient pas fréquenter les écoles et les garderies. Et c'est là que j'ai commencé à regarder un petit peu les chiffres et que je me suis un petit peu intéressée à ça, parce que d'après les données de l'OMS, le taux de vaccination en Ukraine est remonté en 2018 à 90%, après avoir chuté à 31% en 2016. En 2016, il y avait 31% de la population qui était vaccinée. L'année d'après, l'épidémie éclatait. Quand je vous dis que la vaccination, c'est un des maillons de la chaîne qui est important. 2016, on tombe à 31% de taux de vaccination. Un an plus tard, l'épidémie éclate. Alors, là, quand même, on se dit, oui, mais on est remonté à 90%. Donc, on ne comprend pas comment ça continue à grimper alors que le taux de vaccination est remonté. Donc, c'est un petit peu bizarre. Alors déjà, l'UNICEF a pointé un non-respect de la chaîne du froid. Alors je rappelle que les vaccins doivent se conserver au frais parce que ça contient des agents pathogènes. Ça aime pas trop la chaleur quand même. Et donc quand tu les conserves pas au frais comme il faut, les vaccins sont abîmés et donc ils sont moins efficaces. Forcément. Voilà. Donc résultat, il y a plein de gens en Ukraine qui pensent être vaccinés mais qui le sont pas. D'où le fait qu'il y a beaucoup d'adultes parmi les gens contaminés. Une situation qui perdure d'ailleurs toujours aujourd'hui, puisqu'en 2018, le ministère ukrainien de la Santé, qui a enquêté sur un pic épidémique de rougeole dans une région, a découvert que des enfants malades avaient été vaccinés dans une clinique qui a des petits problèmes de coupure de courant régulière et qui n'a pas de générateur de secours. Voilà. Je rappelle que le vaccin doit être conservé en dessous de 8 degrés pour être efficace, et donc les enfants avaient reçu un vaccin rendu inefficace par manque de réfrigération, et c'est pas un cas ou deux. Je rappelle, vu l'état de somalisation de l'Ukraine, c'est un truc courant. Moi, j'ai vu ici des hôpitaux sans frigo, en état de fonctionnement pour conserver des traitements ou des vaccins. C'est un truc fréquent, pas que ici dans la zone en guerre. Voilà, faut bien vous situer le truc. L'autre problème aussi, c'est que la population ukrainienne a développé un très fort sentiment anti-vaccin, justement. Comme je le disais en mars, suite à plusieurs scandales sanitaires. Résultat, ils se font moins vacciner, et leurs enfants aussi. Et donc, oui, vous vous dites, ouais, mais pourtant, il y a 90% de taux de vaccination. Ouais. C'est qu'en fait, comme les gens ne veulent pas faire vacciner leurs gosses, ils filent du pognon à leurs médecins pour avoir un faux certificat de vaccination pour que les enfants puissent aller à l'école. Et c'est comme ça qu'ils transmettent la rougeole. La rougeole, voilà, puis qu'ils la chopent, et puis qu'il y en a qui en meurent. L'UNICEF a d'ailleurs calculé qu'environ 30% des certificats de vaccination en Ukraine sont des faux. 30%, un tiers. C'est pas rien. Donc si tu cumules tout ça, entre ceux qui ont reçu un vaccin périmé parce qu'il a pris le chaud et ceux qui ont des faux certificats de vaccination, je pense que le taux de vaccination ne doit pas dépasser les 50%. Et voilà comment on se retrouve avec cette incohérence entre le taux de vaccination affiché par l'OMS, qui est le chiffre officiel, et l'augmentation constante du nombre de cas de rougeole en Ukraine. C'est qu'en fait, les chiffres sont complètement déconnectés de la réalité. Et c'est là qu'on voit l'importance d'avoir des chiffres qui reflètent au plus près la réalité du terrain et d'éradiquer la corruption qui gangrène le pays à tous les niveaux, y compris chez les médecins.
Hein, parce que chez eux, la corruption, c'est aussi endémique que la rougeole, et la première est en partie responsable de l'expansion de la seconde. Et puis, comme je disais, rajoute à ça que le pays se somalise à vitesse grand V, que d'ici peu de temps, ils vont avoir des gros problèmes d'approvisionnement énergétique, et que le système de santé a été foutu en l'air par les réformes et les mesures d'austérité imposées après le Maïdan. Et puis là, vous avez un bon cocktail pour une catastrophe sanitaire. Et comme je le dis, voilà, le problème, c'est d'être pas anti-vaccin ou pro-vaccin, machin, c'est des chiffres, voilà. On a des vaccins qui ont été rendus inefficaces. On a 30% à peu près des certificats de vaccination qui sont des faux. Voilà, vous faites le calcul. Donc voilà, ce qui se passe en Ukraine, c'est pas la preuve que les vaccins sont inefficaces, c'est la preuve que, au contraire, quand on vaccine pas comme il faut et que les gens font faire des certificats de complaisance, eh ben on arrive à ça. Voilà. Et d'ailleurs, la somalisation du pays aide aussi, hein, puisque bon, les gens ont moins de pognon, donc ils mangent moins bien, et puis ils se font moins soigner, les gens ont moins les moyens. Donc, résultat des courses, on arrive à des catastrophes comme ça. Donc, voilà un peu la situation. Mais moi, je pense que là, ouais, on va retourner vers une escalade militaire. Et je pense aussi pour ça que la Russie, pour l'instant, dit qu'il n'y a pas d'urgence à convoquer un format Normandie, parce que quand ils voient les déclarations de Kiev, qui veut augmenter le blocus, qui veut pas appliquer Minsk, et puis qu'il décrète un cessez-le-feu, il tient pas 3 semaines avant que ça recommence à partir en couille. Qu'est-ce que vous voulez que Poutine aille perdre son temps à discuter Ouais, c'est clair. Ça rime à rien, je dirais, il a autre chose de plus intéressant et de plus important à faire. Voilà, je veux dire, à un moment, il faut arrêter les bêtises. Donc voilà, c'est ça la situation. Et je pense que ça va repartir en sucette parce que Kiev n'a pas de parole et puis qu'en plus, de toute façon, ils sont dans une situation tellement merdique qu'ils ont besoin de la guerre comme moyen de diversion. Donc, ce que j'avais dit. Il n'y a pas de volonté de faire la paix. Et Zelensky changera rien, ça c'est un Poroshenko bis, c'est tout. C'est ce que j'avais dit. Et j'en ai marre d'avoir raison. Donc voilà, donc je dis à la semaine prochaine pour le prochain Citrep et je crains que malheureusement les chiffres vont repartir à la hausse et que ce sera pas pour un mieux. Ouais, voilà. Sent, ouais. Effectivement. En tout cas, merci Christelle. 3 ans déjà d'information de Citrep. Merci pour ça. Ouais. Et à la semaine prochaine, à samedi prochain pour la suite des événements. Malheureusement, c'est pas bien parti comme c'est. Hein. Et puis en revanche, on souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, merci. Au revoir Christelle.